cours des 5 prochaines années, nous allons réaliser 1 000 milliards de dollars en investissement. À lui seul, le total de cet investissement suffira à augmenter notre PIB de plus de 3,5 %, soit 3 500 $ par chaque travailleur canadien. Mark Carney sur l'impact économique qu'il anticipe de ces grands projets nationaux. Le premier ministre y allait de la seconde vague de ces projets jeudi dernier. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces choix exactement? Alex, Chantal, Rosemary, bonjour. 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 Elle est absente cette semaine. Ma collègue Rosemary Barton a gentiment accepté de se joindre à nous. Je commence avec vous, Rosemary. Quelle est la logique? Là, on est rendu à 2 vagues de 6 projets. Quelle est la logique dans les choix de Mark Carney, d'après vous? Je pense qu'il y a une logique économique et il y a une logique politique aussi. Alors, pour la logique économique, il veut que le Canada soit une superpuissance énergétique, qu'on soit capable de se défendre, qu'on ait une économie souveraine où on est moins dépendant des États-Unis. Mais il y a aussi une réalité politique sur ces projets ici. On a vu à date qu'ils sont très bien comme partout, ils couvrent tout le pays presque, à l'exception d'un couple de provinces. Et je pense aussi que ça, c'est pour plaire aux gens-là et pour qu'eux, ils puissent voir la construction à chaque jour dans leur région et pour pouvoir dire, OK, le gouvernement fait quelque chose pour moi. L'exception qui est le plus flagrant à date, bien sûr, c'est l'Alberta. Ouais. Mais le premier ministre de l'Alberta, Danielle Smith, dit qu'elle est derrière les projets qui sont là et qu'elle est en train toujours de négocier quelque chose avec Ottawa qui pourrait inclure un plan pour un pipeline éventuel. Qu'est-ce que ça va donner? On ne le sait pas, mais c'est pour ça que Danielle Smith, on ne l'entend pas grogner autant qu'auparavant. Pour l'instant, en tout cas. Chantal. Oui. OK. Pour l'essentiel, là, dans le moment, on parle de projets qui avaient déjà franchi à peu près toutes les étapes. Grosso modo. Ouais. Avant d'aller au bureau des projets. J'ai parlé cette semaine à la présidente du port, de l'Autorité du port de Montréal, qui a eu un projet dans la première série. Et je lui ai demandé, bon, mais le bureau des projets, est-ce qu'ils vous ont approché? Qu'est-ce que ça donne? Et sa réponse, ça a été, nous, on avait franchi déjà à peu près toutes les étapes. Donc, en gros, on facilite les conversations avec divers agents fédéraux, mais ça se limite à ça. Et c'est vrai de la plupart de ces projets-là. Je vais vous donner un exemple. La mine qu'on a annoncée au Nouveau-Brunswick, je pense qu'on a commencé à en parler en 2018. Alors, on n'est pas en train de tout à coup prendre des projets tout chauds qui sortent du four pour les mettre sur la table. On n'en est pas là. Mais pour ce qui est de l'Alberta, ce que je comprends, c'est qu'il y a à peu près, et je ne sais pas ce qu'il y a dans l'entente exactement, mais il y a une entente de principe, une entente cadre qui est à peu près négociée avec l'Alberta, mais que pour des raisons politiques, on a décidé de reporter l'annonce après les votes sur le budget. Et ce que moi, ça me dit, c'est que M. Carney, possiblement, va avoir du travail de relations publiques à faire au sein même de son cabinet et de son caucus avant de dévoiler la chose. Mais l'annonce, et là, je vous parle seulement de politique, l'annonce de cette semaine des 6 projets, c'est pas une annonce qui était particulièrement avantageuse au niveau du vote sur le budget. Et pourquoi je vous dis ça? Par exemple, le projet de gaz naturel liquéfié qui a été annoncé suscite la grogne du Parti vert de la Colombie-Britannique, des environnementalistes et d'un certain groupe de Premières Nations. Donc, oubliez le vote d'Elizabeth May, c'était la dernière annonce pour l'obtenir. Il y a des libéraux qui s'inquiètent de ce que ça pourrait empêcher au moins 2 néo-démocrates de s'abstenir sur le budget, ce dont le gouvernement a besoin, et ça les obligerait à voter contre, même si le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique a autorisé ce projet-là. Alors, quelque part, des fois, les intérêts politiques parlementaires du gouvernement, ou même de l'unité de son caucus, vont à contresens du genre d'annonce qu'on fait actuellement. Ouais, moi, je voulais juste ajouter qu'Elizabeth May n'a pas encore pris une décision. On a vérifié avec elle négocie encore, elle dit, avec Ottawa, et peut-être que maintenant, elle a une position plus puissante à cause des raisons que Chantal vient de nommer, là. Oui, en date de 6 heures ce matin, Mme May disait, pas à moi, évidemment, qu'elle n'avait pas eu d'ouverture de la part du bureau du premier ministre et que cette annonce-là rendait sa vie encore plus compliquée. Bon, je vais inclure Alec dans la conversation. Peut-être. Alec, il y a quand même
un élément, c'est quand même assez habile de la part de M. Carney de se promener avec ce carnet d'annonces-là à travers le pays. Rosemary disait il y en a pour à peu près toutes les régions, puis c'est vrai, puis ça donne de la visibilité. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans, vous? Oui, je pense que c'est habile pour 3 raisons. La première, c'est qu'effectivement, ça donne l'impression que Mark Carney agit, peut avoir donc une mainmise sur l'économie, alors qu'il ne fait que choisir des projets qui sont déjà largement en marche. Il choisit, il dit, moi, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, et tout le monde fait comme, ah, wow, c'est extraordinaire. En réalité, il n'y a pas d'argent public là-dedans ou presque, il y a pas de, c'est pas eux qui ont lancé les projets, ils les ont pas développés. Donc, ça lui permet de faire des annonces importantes qui ont une résonance dans chacune des régions, alors que le rôle du fédéral est assez minime. Oui, avoir un bureau central pour aider à traverser la réglementation, les paperasses, savoir où s'adresser, c'est très utile pour ces promoteurs-là. Mais c'est quand même pas le gouvernement fédéral là, qui les lead, ces projets-là. Donc, pour lui, je pense que politiquement, ça lui donne, dans les nouvelles, un cycle de nouvelles comme ça assez intéressant. Ensuite, il y a beaucoup question des minéraux critiques, de nickel, de graphite, de lithium, de toutes sortes de minéraux non imprononçables là, qui sont des terres rares. Et pourquoi? Bien, parce qu'évidemment, c'est un gros levier de négociation avec les États-Unis, les minéraux critiques et les terres rares. Donc, en augmentant l'indépendance canadienne, l'autonomie canadienne sur ces questions-là, pas demain matin, mais à plus long terme, ça augmente la capacité. Puis il y avait du stock dans le budget aussi là-dessus. Ça augmente la capacité du gouvernement de pouvoir dire au gouvernement américain, vous ne voulez pas être dépendant de la Chine, vous voulez quelque chose chez nous, regardez tous les projets qu'on a en marche. Puis on a donc une importance stratégique. Et je pense que la troisième, ça a un lien avec le gaz liquéfié, mais avec d'autres projets aussi, c'est la diversification des marchés. Puis on va être capable de dire à l'Alberta, parce que c'est du gaz albertain qui va être acheminé sur la côte de la Colombie-Britannique, à l'Alberta d'avoir une certaine patience. On leur donne quelque chose dans tout ça, même si ce n'est pas le fameux pipeline qui est en train de se transformer en Sasquatch. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? On ne sait pas trop il est où. Ce pipeline fantôme de Daniel Smith. Mais en attendant, soyez patients, chers Albertains. On utilise au moins votre gaz dans les projets qu'on a annoncés. Bon, j'ai vu Chantal réagir, ensuite je retourne à vous, Rosemary. Oui, sauf qu'à chaque annonce, et plus on en annonce, plus on commence effectivement à réveiller des communautés locales. Je regardais les réactions à Saint-Michel-des-Saints. Ouais. L'acceptabilité sociale, c'est pas évident. La loi que M. Carney a mis en place, ça ne le protégera pas du devoir de consulter et des poursuites juridiques entamées par des nations autochtones. Et là, on parle seulement de projets qui ne sont pas interprovinciaux. On n'est pas en train de parler effectivement du fameux pipeline où là, il faudrait que M. Carney piétine le gouvernement de la Colombie-Britannique, les nations autochtones de la région, pour donner raison à Mme Smith. Mais de façon plus large, quelque part, je comprends totalement ce qu'Alec a expliqué. Mais quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir à la vocation du Canada, source de richesse naturelle qu'on transforme ailleurs. Et que ce soit dans la nouvelle économie climatique ou dans l'ancienne, où on avait du bois, etc., les annonces jusqu'à présent sont presque toutes ce genre d'annonces-là, où on va développer des richesses naturelles du 21e siècle, mais ce sont d'autres qui vont les développer, les raffiner, qui vont avoir les emplois de pointe qui s'y rattachent. Et je ne suis pas convaincu que le Canada veut revenir à cette sorte d'économie-là, même en disant « Oh, ça va augmenter le PIB, ça va être extraordinaire ». C'est vrai. Puis on ne sait pas encore s'il y aura une suite à la transformation, tout ça, mais pour l'instant, il n'y en a pas dans les projets. Rosemary, M. Carney doit rencontrer de façon virtuelle ses collègues des provinces en début de semaine. Quel genre de ton ça risque d'avoir, cette rencontre-là? Bien, je pense aussi que ça explique le timing un peu de l'annonce qu'on a vue cette semaine. Une annonce, d'ailleurs, qu'il va faire à tous les 4 mois. Il compte faire une annonce comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un exercice de communication à la population. Mais pour l'appel avec les premiers ministres, écoutez, ça va être surtout sur Donald Trump. Tout le monde veut savoir qu'est-ce que M. Carney fait pour retourner la table. Ou, comme Dominique Leblanc a dit dans un scrum cette semaine, est-ce qu'ils disent maintenant, on vous laisse revenir, les États-Unis, quand vous voulez. Nous, le temps est sur notre côté. On va laisser l'économie américaine affaiblir davantage.
et on va rester là prêt à négocier. Moi, je ne suis pas sûre que ça va être satisfaisant pour les premiers ministres du pays. L'autre chose qu'ils veulent entendre, absolument, c'est d'autres soutiens. Le bois d'œuvre, par exemple, il y a un gros montant qui est là pour le soutien de l'industrie du bois d'œuvre, mais ça ne coule pas encore. Ouais. Alors, pourquoi ça et comment et qu'est-ce que le gouvernement fait pour accélérer le soutien aux industries qui sont un peu sous le choc? Ouais. On a l'impression que le ton de la rencontre doit peut-être être un peu différent des premières. On verra. Je vous amène vers un autre qui a réagi cette semaine. C'est la première fois qu'on l'entendait suite au départ de ses deux anciens collègues. Enfin, un qui est M. D'Entremont qui est rendu chez les libéraux, l'autre qui est M. Généraux qui va partir au printemps probablement. M. Poilievre a réagi pour la première fois. On va l'écouter. Je vous reviens, Alec, là-dessus. Well, that would lead to more MPs leaving your caucus. That's the question for you, sir. No. So I answered your question. You did not. Thank you. Bon. C'est assez catégorique. Non, j'ai pas l'impression qu'il y en a d'autres qui vont partir. Il a aussi dit, il a aussi été questionné sur son style de leadership. Il n'y a pas eu de réflexion, ça n'a pas suscité d'introspection de sa part. Est-ce qu'il prend ça un peu trop à la légère, Alec, d'après vous? Bon, je pense pas que publiquement Pierre Poilievre allait nous dire oui, je pense que d'autres vont quitter. Donc, une autre réponse aurait été étonnante. Et deux, il n'en a aucune idée. Et la preuve, c'est que Gérard Deltel disait lui aussi la semaine dernière à tout le monde, il n'y en aura pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres départs. Puis 6 heures plus tard, Matt Généraux démissionnait. Alors, ils ne le savent pas. La réalité, c'est que les personnes qui réfléchissent le font en privé, ne vont pas commencer à aller demander au chef ce qu'ils en pensent. Alors, ils ont cette incertitude qui va leur planer au-dessus de la tête pendant encore plusieurs semaines, tant que peut-être au leadership, ça ne sera pas confirmé pour Pierre Poilievre. Il va y avoir ce risque-là. Moi, je ne suis pas certain que la semaine qu'on vient de passer est à l'avantage de Pierre Poilievre, c'est-à-dire loin des yeux, loin du cœur. Ouais. Je pense qu'il y a bien des gens qui sont dans leur circonscription, qui réfléchissent et qui ont entendu Pierre Poilievre dire « Je ne changerai rien à mon style ». Ça, c'est l'extrait que vous n'avez pas nécessairement montré, mais il a dit ça aussi. Est-ce que vous allez changer votre style? Il a répondu un non catégorique. Il ne va pas changer, Pierre Poilievre. Il va rester abrasif, il va rester sur l'attaque constamment. Et si ça dérangeait les députés à la suite de la défaite, je pense que ça va continuer à les déranger. Alors, ceux qui ont à prendre leur décision, où ils restent, où ils partent, ils n'ont plus à réfléchir à ce que le chef va changer. Ça, je pense que c'est réglé. Cette semaine, ça a été réglé. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette information-là? Peut-être qu'on en aura une meilleure idée la semaine prochaine, quand tout le monde va revenir à Ottawa. Bon, Rosemary, il y a un côté très catégorique à la façon dont M. Poilievre a répondu à tout ça. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, les sondages, il y a visiblement une volonté de la part des gens de voir Pierre Poilievre changer de ton. Pourquoi est-ce qu'il demeure aussi campé sur sa position, d'après vous? Parce qu'il est têtu. Moi, je pense que Pierre Poilievre entend les gens qui lui disent, après l'élection, il faut changer votre style un petit peu. On l'a vu pendant la campagne aussi, un peu. C'est pour ça qu'il a commencé à donner des entrevues à la CBC, par exemple, pour essayer de parler à d'autres mondes et d'être perçu comme moins abrasif. Mais je pense que, fondamentalement, le Pierre Poilievre qu'on a vu cette semaine, un peu frustré par les questions sur son leadership, qui attaquait les médias dans les questions sans nécessairement répondre. Ça, c'est le vrai Pierre Poilievre. Et c'est ça la difficulté pour lui. Comment est-ce qu'il peut surmonter lui-même pour essayer d'être le politicien qui attire plus de monde à travers le Canada? Je ne suis pas sûre qu'il est capable de faire ça. Et c'est pour ça que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier avec son leadership. Et je ne sais pas s'il y a d'autres qui vont quitter non plus, parce qu'il demeure frustré avec son style. J'entends sur Pierre Poilievre, qui clairement a décidé de maintenir le cap et de garder le ton qu'on lui connaît. Est-ce qu'il a besoin de maintenir ce ton-là parce qu'il s'en va vers une révision de son leadership, il faut qu'il parle à ces gens-là en particulier, quitte à perdre des électeurs au change? Je ne suis pas convaincue parce que quand même, les gens qui vont d'abord, entendons-nous, ce n'est pas un congrès où le vote au leadership va avoir lieu, où les gens qui vivent dans le voisinage de l'endroit où ça se passe peuvent y aller, puis les autres, ils ne vont pas. Chaque circonscription a droit à un certain nombre de délégués. Ouais. Et donc, si tous ces gens-là se présentent, ça va être un point de vue pas mal plus large que ce qui se passe dans la ville de Calgary. Mais Rosemary a raison, là, Pierre Poilievre, cette semaine, c'était l'incarnation de chasser le naturel. Il revient au galop.
Et c'est là qu'on en est. Cela dit, et son problème en vue du vote, c'est qu'il parlait comme ça quand il y avait 20 points d'avance. Mais aujourd'hui, il y a 20 points de retard comme meilleur premier ministre par rapport à la seule autre personne qui pourrait être premier ministre, c'est-à-dire Mark Carney. Quand ces gens-là vont voter, cet écart-là, qui est dû au style de M. Poilievre, pas aux politiques du Parti conservateur. Le Parti conservateur va pas mal dans les intentions de vote. Mais lui est un boulet pour le parti. Ils vont devoir décider s'ils gardent un chef qui est manifestement, jusqu'à preuve du contraire, devenu un poids mort pour son parti. Bon, on verra comment il y aura peut-être une épiphanie, puis on va changer un peu en début de semaine. On verra aussi la semaine prochaine, on sera peut-être en campagne électorale. Je ne vous pose pas la question. On en sera. Je pense que ça devrait aller. Alex, Chantal, Rose-Henri, on se reparle bientôt. Je vous dis bonne fin de week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.